OK. Donc aujourd'hui, c'est notre troisième séance pour notre formation. Je pense que si cette semaine, nous progressions, on fait 3 séances cette semaine, quand on va vraiment évoluer, on va avancer dans beaucoup plus de choses. Et la fois dernière, si je peux encore retrouver les sliders, les PowerPoint, minutes. La fois dernière, nous avons conçu, on a vu comment nous pouvons concevoir un formulaire. Oui, ça. Ah, c'est quoi ça? Je cherche un peu le dossier dans lequel je garde. Je vais partager mon écran. Si mon écran est visible, vous allez me dire. C'est visible là-bas? Oui, c'est visible. Ok. Donc, nous sommes toujours dans notre première partie qui est introduction à la gestion des données et aux outils de collecte. Je pense que la première séance, on avait parlé des définitions, on a parlé des portails de gestion des données, on avait parlé des types de données, on a parlé des sources de données. Et la fois dernière, on avait parlé des exercices pratiques sur la conception des outils de collecte des données. Et là, on avait commencé par définir d'abord les objectifs de la collecte. Et on avait dit ce qui est essentiel d'abord, c'est de préciser ce que nous voulons accomplir. C'est ça qui est le point le plus important. C'est ça même le but de tout. Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez accomplir, le reste sera même difficile. Et nos objectifs doivent être clairs et vraiment orientés vers le besoin du projet. Donc, si ce qu'on fait n'est pas orienté vers le besoin du projet, on ne sera pas aussi à mesure de- d'avoir de bons résultats. Et là, il fallait identifier les informations nécessaires, il fallait définir les indicateurs à mesurer, il fallait adapter les questions aux objectifs que nous voulons atteindre. Et on avait fait aussi la conception, on avait parlé de la structure, de comment structurer un formulaire. On avait dit c'est mieux toujours de regrouper les questionnaires en sections logiques pour faciliter la compréhension. Donc, les informations de même nature, c'est toujours mieux de les mettre ensemble pour faciliter la compréhension du questionnaire et choisir les bons types de questions, utiliser les questions fermées ou pour des réponses spécifiques, vous avez comme des oui ou non, comme les sexes. Donc, on a les sessions multiples choix, donc peut-être on nous dit par exemple quels sont les fruits que vous aimez. Quelqu'un peut aimer 2 fruits, quelqu'un peut aimer 3 fruits à la fois, quelqu'un c'est un fruit. Donc là, il faut que ce soit un choix multiple. Et on a aussi des questions ouvertes où les répondants peuvent écrire avec plus de détails. Ça veut dire aussi, il fallait aussi utiliser aussi les échelles d'évaluation aussi pour mesurer un peu les opinions. Il faut minimiser les biais, formuler les questionnaires de manière neutre pour éviter d'influencer les réponses. Ça, c'est l'un des points encore très importants parce que tu ne peux pas poser une question. Toi-même, tu commences à donner déjà les brèches ou les éléments de la réponse dans votre question. La question doit être nette, la question ne doit pas influencer donc, la réponse du répondant. Et il fallait aussi simplifier aussi l'interface aussi. Il faut que le formulaire soit facile à utiliser.
Il ne faut pas utiliser des questionnaires où les formulaires sont compliqués à utiliser, tout comme ça, là. Et ça doit toujours être accompagné des instructions, donc, qui doivent expliquer ce que donc la personne qui remplit le formulaire puisse avoir une idée claire de ce qu'il est en train de remplir et des étapes qu'il est en train de suivre. Donc, tous ces éléments ici, si vous les réunissez, ça va nous aider à créer des outils qui sont clairs et adaptés aux besoins du projet et qui sont aussi précis. Et après ça, on avait aussi fait un scénario qui était de créer un formulaire pour une enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires d'un projet de formation. Et on avait dit qu'il faut avoir un but. Le but est de recueillir les retours sur la qualité de la formation, le sujet abordé ainsi que les compétences acquises. Là, on avait vu comment on avait structuré l'information générale qui était là. On avait mis la qualité de la formation qui était là. On avait mis les sujets abordés, les compétences acquises ainsi que les suggestions. Donc, c'était un peu ça. C'est que on avait fait ces jours-là. On avait fait ces jours-là. Et après, on avait donné des sujets. Il fallait que chacun puisse choisir. Je vais partager les fichiers là dans les groupes, je pense. Je vais encore les retrouver. Attendez. Hmm. Donc, je peux retrouver le fichier. Attendez. Hmm. Non, le sujet, j'avais pour c'est ça. J'avais trois scénarios que j'avais partagés dans le groupe. Je pense que j'avais dit que chacun puisse chercher à faire ou à choisir un scénario qu'il peut développer. Et vous avez vu qu'à la fin, j'avais même envoyé la synthèse de la formation, j'avais fait, qui est dans les différents tableaux. Ça, c'était généré par l'intelligence donc artificielle que j'ai ici au niveau de mon ordinateur. Donc, quand même on fait la réunion comme ça à la fin, ça va générer la synthèse de la réunion ou la synthèse de la formation. Je vois qu'ici, chacun peut même lire et comprendre ce qu'on avait fait directement, sans problème. Et nos scénarios sont là. Les premiers scénarios, c'était donc la gestion des paiements des frais des étudiants. On avait dit que l'objectif est de suivre les paiements pour assurer que tous les étudiants sont à jour. Le formulaire doit inclure les informations sur l'identité des étudiants, les montants payés, les dates de paiement, les modes de paiement et les soldes restants. Deuxième, c'était donc concerne l'évaluation des compétences en lecture et en mathématiques. Le formulaire doit capturer les données sur le niveau de lecture, la capacité à résoudre les problèmes mathématiques et les expressions générales des enseignants. L'objectif est d'identifier les élèves ayant besoin de soutien supplémentaire. Le troisième scénario, c'était le suivi des activités communautaires et de santé publique. Le formulaire doit permettre à suivre la participation aux activités, les sujets abordés, les réactions des participants et les compétents et les recommandations des agents communautaires. L'objectif est d'évaluer l'impact des activités et recueillir des suggestions pour les améliorer. C'était ça. Maintenant, je ne sais pas, donc, si vous avez choisi vos sujets, c'est pas Rick, tu avais choisi quel sujet parmi les trois?
Le troisième. Troisième, ok. Junior, tu avais choisi quel sujet? Deuxième sujet. Simon, Allô? Troisième. tu avais choisi quel sujet? Troisième. Jimmy? Je ne sais pas s'il est en route ou... Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, chacun va... Je ne sais pas, vous êtes devant vos ordinateurs, non? Chacun avait travaillé. Vous êtes devant vos ordinateurs. Moi, personnellement, j'avais choisi le deuxième sujet. Et voilà, donc les formulaires que j'avais conçus, c'est difficile que je puisse les présenter parce que ma machine est éteinte, je n'ai pas de charge. Donc, je suis en train de suivre la formation sur mon téléphone. Tu n'as pas eu aussi le temps. Qui a donc, ce formulaire, et puis nous le partageons, on va les décortiquer ensemble. Ce que je voulais pour cette séance, que chacun puisse présenter son formulaire ou nous partager, et qu'on puisse les présenter. Et nous tous, on va décortiquer les formulaires pour voir s'il y a des améliorations à faire. Sauf que si nous tous, on a la même compréhension, on va maintenant passer à l'étape maintenant de la programmation maintenant du formulaire. C'était ça que je voulais aujourd'hui. Simon, tu as ton formulaire, Rick, tu peux nous le partager? Qu'est-ce que tu avais fait? J'utilise. J'ai le formulaire, mais c'est dans ma machine. Donc, je ne sais pas. Je pensais arriver à la maison et l'envoyer. Si c'est le présenter maintenant, ça serait un peu. Parce que c'est dans ma machine et je ne suis pas encore à... Là, si c'est le cas, donc on va seulement avancer avec le formulaire que j'avais fait. On peut commencer la conception alors. Je regarde mon formulaire que j'avais fait ce jour-là. Ça, c'est le formulaire qu'on avait conçu ce jour-là. Mais je vais aussi les partager. Je pense que les informations, on peut toujours les améliorer. Je les partage aussi dans le groupe. Ça peut aussi aider aussi. Ça peut aussi aider. Bon, aujourd'hui, c'est que là, je suis obligé d'aller, je regarde d'abord les plans. Je dois réadapter le programme. Là, je pense bien, on est déjà ici. On va commencer ce point ici. Programmation des outils de collecte des données. C'est ici que nous allons commencer.
ça qu'on va commencer. Donc, pour notre séance d'aujourd'hui, on va parler sur la programmation des outils de collecte des données. Donc, comment nous allons programmer les outils de collecte de données, c'est ce que nous allons travailler aujourd'hui. Comme j'avais dit, nous allons programmer nos outils avec ce qu'on appelle les XLS forms. C'est avec ça que nous allons programmer l'outil de collecte de données que nous allons utiliser. XLS form. XLS form, c'est rien d'autre, c'est qu'on peut appeler formulaire Excel. Donc, attendez, je n'avais pas prévu ça, donc je vais l'intégrer dans les quoi. Le deuxième point sur la programmation des outils de collecte de données. Programmation des outils de collecte de données. Donc, nous allons utiliser ce qu'on appelle les XLS forms. Et comment on peut les définir? C'est juste donc une norme ou un processus pour simplifier la création de formulaires dans Excel. Et on peut dire juste que c'est un processus ou c'est une norme pour créer des formulaires dans Excel. Donc, pour qu'on puisse créer les formulaires dans Excel, on peut utiliser la technologie ou la norme XLS Form. XLS Form, c'est ce que nous allons utiliser. Et les formulaires qui sont créés dans XLS Form donc, sont des créations, donc sont des formats lisibles par tout le monde. Et ce qui est aussi important aussi, Excel est un outil familier presque à tout le monde. Donc, ce n'est pas quelque chose qui peut vraiment compliquer d'abord. La première chose qui est un avantage, c'est que Excel, c'est un outil que nous utilisons presque chaque jour. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau où on va commencer à apprendre des choses, tout comme ça, voilà. Et XLS Form, on peut dire qu'ils fournissent une norme pratique pour le partage et la collaboration dans la création des formulaires. Ils sont simples à utiliser, surtout pour débuter. C'est vraiment très, très, très simple pour l'utiliser. Et ils permettent aussi à créer aussi des formulaires aussi un peu complexes. Parce que ce n'est pas seulement des formulaires simples. Au fur et à mesure que vous avancez, il y a aussi des techniques avancées qui demandent vraiment la réflexion pour arriver au résultat que vous voulez. Donc, tout ça, je pense qu'on va aborder plusieurs points dans la création des formulaires. On va aborder plusieurs points donc, par rapport à ça. Et il est converti. Donc, quand nous programmons avec XLS Form, quand on finit, la deuxième étape, on va venir les convertir donc, en ODK. On a ODK, on peut les convertir à un formulaire ODK. On peut les déployer aussi dans Server CTO. On peut les déployer aussi dans Kobo Toolbox. On peut aussi les déployer aussi, je crois, dans Comcare. Comcare aussi utilise aussi XLS Form, je pense. Il y a un peu plusieurs plateformes que nous avons même citées avant
pense que dans notre PowerPoint, ces quelques formes sont là. Vous avez même cité dans lesquelles nous allons utiliser ces formes. Je pense qu'on avait cité ici, on avait cité ça quelque part. C'est ça au début. On avait dit on va faire avec ODK, on a donc Kobo Toolbox, Google Form, parce que tu peux aussi l'utiliser comme aussi un formulaire aussi web aussi, que les gens peuvent aussi remplir via un lien. Donc, on sait beaucoup d'utilités que nous pouvons les utiliser. Donc, on peut même avoir notre application, on peut installer notre serveur et on peut mettre même des formulaires web où les gens entrent et utilisent aussi. On peut faire juste une application, peut-être une interface. Si tu es dans le développement web, aujourd'hui, le développement web a beaucoup de tournures pour les applications data. Donc, je peux faire toute une application data avec XLS Form. Après, si je connais HTML, je peux juste faire une page HTML simple et je mets les liens. Et si tu veux telle gestion, tu cliques, tu pars et tu remplis. Tu veux telle gestion, tu cliques, tu pars et je mets mes liens. Et les personnes peuvent aussi utiliser mon application aussi et ils envoient les données au niveau du serveur. Après, nous, on va maintenant commencer à les analyser. Donc, ça peut être utilisé même pour le développeur, même pour tout le monde. Donc, c'est un peu ça. Le temps que vous pouvez passer pour créer toute une application, c'est bon, mais si la raison est de collecter juste les données, là, vraiment, ce qu'on peut vous conseiller, c'est d'aller plus vite, avec les XLS Form, faire des formulaires, déployer et donner la permission aux utilisateurs de commencer à les utiliser. C'est même plus rapide. C'est même plus rapide, vraiment. Donc, c'est un peu ça, XLS Form. Donc, si on peut nous demander qu'est-ce que XLS Form, on peut dire que c'est une norme pour créer ou pour programmer des formulaires dans Excel. Donc, c'est un peu ça. Et il a son format. Quel est le format qu'il utilise? Le format que XLS Form utilise, nous avons donc, on va avoir 3 onglets. On aura 3 onglets dans notre feuille Excel. On aura 3 onglets. Les onglets qui seront là, on aura un onglet qu'on va appeler Surveille. Surveille, on va expliquer pourquoi Surveille. On aura un onglet qu'on va appeler Choice. Choices. Et après, on va aussi expliquer à quoi ça va donc nous servir l'onglet Choices. Et après, on aura aussi notre onglet qui sera l'onglet Settings, l'onglet qui va servir pour les paramètres. Là, ce sera notre 3e onglet. Je pense que je vais afficher un formulaire simple ici, dans lequel nous allons voir comment est-ce qu'on renomme nos formulaires. Je vais afficher. Donc, on aura un onglet qu'on appelle Settings. Ce sera un onglet qui va recevoir les paramètres de notre XLS Form. Ce sont les 3 onglets que nous aurons. Je peux même vous l'afficher ici. C'est un formulaire. On a Surveille qui est toujours au début, qui doit être en minuscule. Il faut toujours écrire des onglets en minuscule. On a l'onglet Choice et on a l'onglet Settings. Ce sont donc les 3 onglets que nous aurons pour créer un formulaire XLS Form. Jusque-là, ça va? On est là?
Oui, oui, on est là. Donc, ce sont les 3 onglets que nous avons donc. Les premiers, ça s'appelle surveille. Il faut toujours l'écrire en minuscule. Surveille. Ça va. Le deuxième s'appelle choices. Le troisième s'appelle settings. Et là, si on nous dit, par exemple, de définir l'importance de chaque onglet, qu'est-ce que nous pouvons dire d'une manière donc simple. Les surveilles, si je peux l'expliquer d'une manière simple, il a sa définition qu'on peut afficher même, on peut avoir ça même en ligne. Si vous allez en ligne, vous allez voir la définition des surveilles, des choices, des settings. Mais parfois, il faut donner aussi des choses qui sont simples à comprendre pour que les gens puissent bien assimiler la matière. Donc, je peux dire surveille, c'est l'interface. C'est l'interface du formulaire. C'est l'interface du formulaire. Donc, ça veut dire quoi? C'est ce que l'utilisateur va voir devant lui. Ça qu'on appelle, donc, c'est ça qui sera dans surveille. Donc, ça contient la structure et la plupart des éléments sont vraiment dans les surveilles. Donc, tout ce qui va donc, apparaître, tout ce qui est comme questionnaire ou information qui sera donc visible, donc c'est ça qui sera dans surveille. Et choices, je peux dire, c'est la liste des choix. La liste des choix. Donc, c'est un onglet qu'on utilise lorsque nous avons une liste de choix qui vont s'afficher. Par exemple, j'ai sexe, masculin, féminin. Donc, je vais le mettre dans les choices. Nous avons par exemple, oh non, on va donc choisir les pays. Je vais les mettre dans choices. Donc, tout ce qui est liste de choix, on va les mettre dans les choices. Donc, on peut dire dans cet onglet est utilisé spécialement pour les réponses donc, à choix multiples ou à des questions donc à choix multiples. Et chaque ligne va représenter une réponse ou un choix. Donc, c'est un peu ça. Et les settings ici, là, c'est les paramètres du formulaire. C'est les paramètres du formulaire. Donc, c'est ici qu'on va mettre tout ce qui est paramétrage du formulaire. Par exemple, quoi? Le nom du formulaire. Le nom du formulaire. La version du formulaire. Ainsi de suite. C'est là qu'on va mettre dans les choices. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. On a les surveilles, on a les choices, on a les settings. Donc, les 3 là sont les 3 onglets qu'un formulaire XLS Form doit avoir. Il n'y a pas 4 onglets. Il y a aussi, une possibilité d'avoir 4 onglets, mais ce sont des choses un peu rares. On va voir un peu quand on va évoluer avec la programmation. On fera même d'autres techniques pour ajouter d'autres choses encore. Mais ce qu'on peut d'abord retenir,
Donc, quand on parle de XLS Form, il y a une norme pour créer des formulaires dans Excel. Il a 3 formats. Son format a 3 onglets, qui sont les surveilles, les choices et les settings. Les surveilles, c'est l'interface du formulaire. Donc, ce que les utilisateurs vont voir, les questionnaires, en fait, c'est là. Les choices, c'est l'onglet qui va nous servir de mettre nos listes de choix. Dans les questionnaires à choix multiples, les choix seront dans les choices. Et les settings, c'est l'onglet pour le paramètre du formulaire. C'est là où nous allons mettre le nom du formulaire. On va mettre la version du formulaire. Tout ça, on va le mettre dans les settings. Sur les 3 onglets que nous avons. Là, c'est bon? Je ne vois pas l'écran là-bas, dans l'écran qui s'affiche. Donc, c'est mieux de parler pour que je puisse écouter. Ah, OK. C'est bon. C'est bon. Maintenant, les surveilles, lui, il a 3 principales colonnes. 3 colonnes principales. Il a 3 colonnes principales qui sont les types ou les types, les names et les labels. Il a plusieurs colonnes, mais ceux qui sont principales, ce sont les 3 que nous citons ici. Il a 3 colonnes principales. On va aussi expliquer aussi chaque colonne à quoi ça sert. Là, l'onglet aussi Choices, lui aussi, il a aussi 3 colonnes principales. Trois colonnes principales. Lui, il a la colonne list name. Il a la colonne name et la colonne label. Comme je dis, il y en a plus, mais on a 3 colonnes principales. Mais il peut y avoir plus de colonnes que ce que nous avons cité là-bas. Maintenant, donc, les settings maintenant, lui aussi, il peut avoir 3 ou 2 colonnes principales. Il peut avoir 3 ou 2 colonnes principales. Mais les 3 principales que nous pouvons d'abord retenir, nous avons le title, nous avons ID string et nous avons version. Lui aussi, il peut avoir aussi beaucoup de colonnes, mais les 3 principales sont le title, le ID string et la version formulaire. De là, nous allons pas à pas pour que nous puissions comprendre. Parce que si tu comprends, dès que tu crées ton formulaire, tu vas d'abord mettre ces colonnes ici par défaut. Et après, vous pouvez maintenant commencer à programmer. Donc, il y a même un site, je vais vous partager ça à la fin, un site qui permet de débuter avec le XLS Form. Je vais vous le partager à la fin. Le site, je crois que ça va vous aider aussi. Donc, de commencer aussi à lire pas à pas, petit à petit et avancer. Parce qu'il y a un site qui est là,
Mais il y a aussi d'autres choses, parfois, qui ne figurent pas sur le site de XLS Form. Il faut aller parfois dans les forums. Et qui est important, quand tu fais la programmation ou tu es au début, il faut aussi appartenir dans des forums. Si tu es dans un forum, tu peux poser des questions, les gens peuvent répondre. Si aussi on pose des questions dont tu connais aussi, tu peux aussi répondre aussi. Il y a même un forum, donc de ODK, qui existe. Il y a aussi un forum aussi de Kobo, donc Collect aussi, qui existe aussi. Donc il y en a un peu plus. Plusieurs forums qui parlent de XLS Form. Il y en a beaucoup. Donc il faut toujours appartenir dans un forum. Et là, il y a encore plusieurs questions qui sont abordées et tu auras aussi beaucoup de réponses. Là, tu seras donc, dans une communauté où tu peux avoir des réponses, où tu peux poser des questions, tu peux aussi répondre aussi aux questions. C'est aussi très important. Je vais vous partager les liens du forum ODK et je vais aussi vous partager aussi donc, les liens aussi du site XLS Form aussi. Donc, ODK, c'est lui qui avait commencé début avec les XS Form. Après, les autres sont venus après. Donc, il y a comme les Silver CTO, le Kobuto, le Box, tout ça, ils sont venus après. Mais c'est ODK qui avait commencé, vraiment avec la norme de XLS Form. Et son créateur, donc, c'est un Ghanéen, américain d'origine ghanéenne. Mais c'est là, il est ghanéen, c'est lui qui avait créé ODK. Il s'appelle, ici c'est Yanokwa. Donc, Yanokwa, je peux même vous le partager, son profil. C'est lui, le monsieur qui a créé donc, ODK. C'est lui-là. Il vit aux États-Unis. Si vous avez même sur LinkedIn, vous allez le voir aussi. Vous allez sur LinkedIn, vous allez aussi le voir. Yo. Donc, c'est lui, les sites, donc les CEO, donc les PDG de ODK, ils sont basés aux États-Unis. Si vous allez même sur LinkedIn, il est aussi là-bas. Il est là. Vous pouvez même l'entreprise, c'est ODK. Il est d'origine ghanéenne, mais il est américain. Donc, c'est ça en fait. Il faut toujours appartenir dans un forum. Ça peut toujours aider pour avancer aussi dans d'autres sujets ou dans d'autres aussi questions qui peuvent aussi donc compliquer. On va maintenant parler de chaque onglet maintenant, chaque colonne qui est là, name, label. Ici, on va parler de liste name. On va parler de name et de label. Et à la fin, ici, on va parler de title, ID string et la version. Mais il faut toujours l'écrire en minuscule. Donc, en minuscule, il faut vraiment veiller. Ce n'est pas des majuscules. Les types ici, les types ici, dans la colonne, dans l'onglet surveille, nous sommes dans l'onglet surveille, on a la colonne
type. La colonne type, ce que je peux définir, ça nous aide à définir les types des informations ou les types des champs que nous créons. Donc, la colonne type, ça nous aide à savoir quel est donc le type des questions que nous avons ou les types du champ que nous avons. Donc, par exemple, le champ peut être de type numérique, peut être de type texte, peut être de type choix multiple, ainsi de suite. Donc, c'est ici que nous allons définir le type de notre question. Donc, quel type d'entrée ou le type de données que vous allez saisir dans le questionnaire. Ça, c'est la colonne type. Mais ça nous aide aussi, on va aussi l'expliquer, à regrouper les informations. Donc, mettre les informations par groupe, on va aussi les mettre aussi dans les types aussi. Mais la définition vraiment principale, ça permet juste à nous spécifier quel type que nous allons, donc, quel type de données que nous allons entrer dans notre questionnaire. Et la colonne name, donc, comment je peux l'expliquer? C'est le nom de la colonne maintenant. Le nom de la colonne. Et ça doit être unique, donc unique. Donc, on ne peut pas avoir donc deux, on peut dire quoi? Des noms, donc un nom doit revenir deux fois dans la colonne name. Ça ne va pas marcher. Parce que la colonne name, c'est ce que je peux appeler les noms logiques. Donc, c'est les noms que nous allons gérer dans la programmation ou dans l'analyse des données. D'où on ne peut pas avoir, par exemple, on dit pays. Non. Ça ne va pas marcher. Donc, ça va créer l'erreur. Ça va te dire que non, cette valeur existe déjà dans notre questionnaire ou dans notre formulaire. Ça ne va pas passer. Donc, on ne peut pas avoir deux entrées avec le même nom. Donc, c'est le nom de la colonne, mais qui doit être unique. Et souvent, pour renommer les noms des colonnes, moi, ce que j'aime, c'est toujours mettre la première lettre en majuscule et le reste en minuscule. Par exemple, si je dis par exemple nom, mais si j'ai un nom composé, par exemple le nom province, je peux mettre les deux premières lettres, les deux initiales en majuscule. Si j'ai par exemple la colonne nom, je fais souvent comme ça. La colonne pays, tu vois comme ça. La colonne division, je peux mettre division comme ça. Et si j'ai la colonne, par exemple, je peux dire par exemple, non pays, je peux mettre non pays. Ça, c'est la manière dont moi j'aime donc renommer les colonnes. Et la colonne label maintenant. Label, c'est maintenant la colonne qui contient les textes qui sera affiché. Qui sera affiché donc, dans le formulaire. Là, ce sera dans la colonne label. Jusque-là, c'est bon? Oui, Serge, c'est bon.
Ok, En c'est tout cas, bon. pour moi, Oui, ça va. c'est clair. Maintenant, nous sommes maintenant dans l'onglet maintenant Choices. Dans l'onglet Choices, ici, on a liste name, on a encore name, on a encore label. Donc, vous avez remarqué la différence est seulement ici. On a type, on a name, on a label. Ici, on a liste name, name et label. C'est juste liste name et type qui diffèrent. On a ici maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Donc, les choix et l'onglet choice, c'est pour mettre tout ce qui est liste des choix. Liste des choix, c'est ça que nous allons mettre ça dans l'onglet choice. Par exemple, si j'ai une information sexe que je dois récolter, donc le sexe là, je vais le mettre dans l'onglet choices. Et maintenant ici, liste name, ça représente quoi? Liste name, c'est une colonne qui regroupe les informations dans cette colonne qui nous aide à regrouper donc, les informations relatives à une liste de choix. Par exemple, je dis par exemple sexe. Sexe, donc il est là comme exemple. Maintenant, les names maintenant ici, les names, c'est maintenant la valeur ou la réponse. C'est maintenant la valeur ou la réponse de notre liste de choix. Par exemple, je dis là-bas sexe, je dis ici masculin, féminin. Lui aussi doit être aussi donc unique. Doit être unique. On ne peut pas voir ici, tu mets sexe, masculin, masculin. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas passer. Ça va créer l'erreur. Donc, ça, c'est la colonne name. Et label maintenant, il la même chose, comme on avait vu là. C'est donc les choix que nous allons, les choix qui apparaîtront, qui vont apparaître donc sur le formulaire. Donc, ici, c'est les noms qui sera géré dans la programmation. C'est comme les noms ici. C'est unique. Et ça, maintenant, c'est qui va maintenant apparaître sur les formulaires maintenant. Par exemple, les masculins, vraiment. Je vois ici, je peux mettre masculin, je peux mettre féminin comme ça, avec accent. Mais ici, je ne peux pas mettre accent. Parce que c'est un nom logique. On va les gérer dans la programmation. Là, on n'aura pas des accents et pas d'espace aussi. Donc, quand tu veux écrire ici, je peux te donner un exemple. Par exemple, ici, je dois par exemple écrire, par exemple, je peux dire par exemple, Nord Kivu. Ça ne va pas marcher. Soit je mets un tiret à l'intérieur, soit un sous-trait à l'intérieur. On va avoir des espaces. Mais ici, pour ce qu'on va afficher au label ici, je peux mettre Nord Kivu, sans problème. Sans problème. Parce que c'est ça qui va s'afficher donc à l'écran. Il y a d'autres formulaires que nous créons, par exemple sexe.
au lieu de mettre masculin, féminin, je peux dire que masculin, c'est 1, féminin, c'est 2. Mais ici, dans label, je mets masculin, féminin. Donc, moi, maintenant, ce sont les valeurs qui seront gérées dans la programmation. Si je vois que sexe, c'est 1, je connais que 1 égale masculin et 2 égale féminin. Est-ce que là, c'est clair? Allô? Oui, ça va, c'est clair. Okay. Je vais vous montrer un exemple. Comment souvent travaille. Pinissao. Bon, je prends un formulaire ici. Non, c'est pas ici. C'est urgence Gouma. Et bon, je vais donner un exemple. Si vous voyez ici, c'était une collecte de données qu'on avait fait pour sélectionner les écoles à Goma. On a créé d'autres formulaires, on a fini, on a tout. Mais avant aussi, pour nous orienter comment on va faire l'analyse de données pour avoir nos résultats, on crée aussi la méthodologie de sélection des écoles ou la méthodologie de l'analyse. Donc, ça, c'est juste, on peut dire, la méthodologie de l'analyse des données, comment on va analyser les données. Et comme c'est lié à la sélection des écoles, c'est ce qu'on dit quoi? Méthodologie de sélection des écoles. Et là, j'écris quoi? Je dis quoi? La sélection des écoles d'urgence a suivi un processus structuré basé sur une évaluation des critères spécifiques. À partir de la base de données de la cartographie, nous avons tout d'abord filtré les écoles bénéficiaires afin de retenir celles-ci de nos bénéficiaires. Ensuite, un système de points a été mis en place de chaque critère de sélection, comme détaillé dans le tableau ci-dessus. Vous voyez qu'ici, j'avais un champ que j'appelais nombre d'enfants et jeunes scolarisés. Dans les valeurs ici, ça c'est comme dans mon name, c'est la name, comme nous voyons ici. Je suis dans le choice. Donc dans name ici, les valeurs que j'avais pour cette colonne, pour ces critères ici, j'avais que 0, 1, 2, 3, 4. Mais la personne qui est en train de choisir, ici, il va voir pas de déplacer. Ici, il va voir dans le label, il voit 1 à 250, 250 à 500, 500 à 750 et plus de 750. Vous voyez que mais moi ici, comme j'ai décrit ici, je mets 1 et 2. Mais celui qui voit, il voit masculin, féminin. Donc c'est ça un peu la logique que nous voyons ici. Et là, je dis ici, risque des élèves de protection. Je donne 0, ce n'est pas de position militaire, 1, c'est position militaire. Donc, ainsi de suite. Vous voyez que donc, on met vraiment donc, la personne peut voir ce qui est donc visible, mais moi, à l'intérieur, je gère que de 1, de 0, de 1, de 0, de 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Là, si je suis mieux adapté à la programmation, ça va m'aider à aller sur vite. Mais c'est aussi par niveau aussi. Quand même nous aussi, quand on a commencé au début, on avait vraiment tendance de mettre tout ça détaillé vraiment dans les formulaires, même dans les labels, même dans les names. On met vraiment pas de déplacés, 1 à 250, tout qu'on sort là. Mais au fur et à mesure que nous évoluons, on évolue aussi, on commençait maintenant à faire des codifications pour un peu s'exercer à bien faire l'analyse des données. Et là, ça
ça fait encore, ça donne encore beaucoup plus d'exercices pour vous donner encore beaucoup plus de confiance sur la méthodologie que vous allez faire. Donc, quand on va arriver même là, à la fin, il faut toujours à la fin avoir quelque chose comme méthodologie comme ça que vous pouvez partager, qui va accompagner votre dossier d'analyse, qui va accompagner vos données. De sorte que la personne qui va lire vos données, il peut facilement comprendre ce que vous avez fait, il peut continuer la mission même après vous. C'est ainsi que le métier d'analyste de données, quand on faisait la programmation des applications, des logiciels, on n'avait pas la culture d'écrire. On programme, on programme, c'est tout, on programme tout qu'on sort là. Mais avec l'analyse de données, ce que j'ai appris, il faut toujours avoir une documentation de ce que tu as fait. Ça peut même vous aider quand vous voulez faire des modifications. Vous allez recourir à votre documentation et ça va vous aider à vous situer et à bien continuer votre travail. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais expliquer pour l'aider ici, pour la colonne choice par rapport à name et à label. Et maintenant, ici, on est maintenant dans l'onglet Settings. Settings ici. Le title, c'est le nom du formulaire qui va s'afficher. Qui va s'afficher, donc qui sera visible. C'est le title. Le ID string, c'est aussi le nom du formulaire. Je peux appeler ça non logique. On parle souvent de non logique. Ça, c'est le nom physique. Aussi, qui peut se voir. Ça, c'est un terme vraiment qu'on utilise dans la programmation. Non logique du formulaire. Donc, ça veut dire quoi? Les noms que nous gérons dans la programmation. Donc, ce qui est reconnu ou ce qui est géré dans les serveurs ou dans la programmation. Les noms ici doivent être uniques. Ça ne peut pas avoir deux noms comme ça dans les formulaires, dans les serveurs. Non, ça ne va pas marcher. Ça va te dire que ce nom existe déjà. Mais ça pose donc aucun problème. Mais les noms, les ID string ici, si tu déploies un formulaire dans les serveurs, tu mets le ID string, par exemple quoi? Donc, gestion, n'est-ce pas, une présence. Et ce qui est là aussi, le ID string ne peut pas avoir de l'espace. Mais les titles ici, on peut vraiment écrire en toute liberté. Ça ne pose aucun problème. Mais ici, il ne faut pas mettre des espaces. Par exemple, gestion, une présence V1. Si j'ai le ID string ici comme ça, si je crée encore un autre ID string gestion présence V1, que je vais le déployer dans les serveurs, ça va refuser. Ça va me dire que non, ces ID existent déjà. Et quand on dit ID, c'est identifiant. Et la version maintenant, c'est la version du formulaire. À quoi ça nous sert? Ça nous sert souvent pour reconnaître d'abord la version que nous avons déployée et ça nous aide aussi à mettre à jour le formulaire. Si, par exemple, j'ai fait mon formulaire pour la première fois, je donne version 1. Quand je fais les mises à jour, je vais déployer. Je lance encore la version 1. Ça va me dire la version de ce formulaire existe déjà. Ça veut dire quoi? Quand je fais des modifications, je vais encore déployer mon formulaire, je dois mettre version 2. Quand je fais encore version 3, je fais encore version 4, je fais encore version 5. Quand j'ai oublié, je mets encore version 5, ça va me dire que non, cette version existe déjà. Et ce qu'on va voir dans les serveurs, ça va garder toutes les versions que nous avons déployées. Et vous pouvez même les voir. Si le serveur permet de montrer les versions, vous aurez même la facilité
de voir les versions que vous avez déjà déployées et même les dates que vous avez déployé ces versions-là. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous montrer un exemple d'un formulaire ici. Ça, je suis dans un serveur. J'ai tous mes formulaires qui sont là. Je prends par exemple des formulaires, par exemple, ici, je dois prendre par exemple le formulaire, par exemple, présence, qui est là. Et je vais dans la version. Remarquez que j'ai plusieurs versions. Ça, c'est 2023. Les autres, ça peut s'écraser au fur et à mesure que nous évoluons. Mais c'est un formulaire depuis 2021. Vous voyez qu'ici, j'avais 2023. Moi, souvent, les versions, je mets ça en termes de date. Donc, 2023, 01. Bon, ça, j'avais mis 38. Bon, je ne sais pas si j'avais mis comme ce qu'on dit, donc pourquoi. Mais je vois 39. Ici, j'ai 201. Ici, c'était 1. Ici, j'ai mis 201, 202, 203, 204, 205. Mais il y a d'autres versions où je mets les dates. Ça, je n'ai pas mis les dates. C'est comme ça, c'est le 14 juin que j'ai fait la dernière mise à jour. Même la date publiée sont là aussi. Il y en a là aussi. Et ça montre même la personne qui a publié des formulaires. Donc, c'est ça la version que nous allons mettre dans l'onglet la version. Et ça nous aide à voir toutes les versions que nous avons pu produire, donc publier. Vous voyez, ils sont là. Je vais me dire que ça évolue, ça écrase des anciennes versions et ça avance. Donc, c'est un peu ça. Et je peux même retourner à une version antérieure pour le télécharger, pour voir comment ça a été dans cette version-là. C'est toujours possible. Donc, c'est ainsi, la colonne ici, version, dans Settings est très, très, très importante. Donc, chaque colonne, si nous pouvons récapituler, donc les XS Form, il a 3 onglets principaux. Survey, Choice, Settings. Et chaque onglet a 3 colonnes principales. Survey a les onglets Type, Name, Label. Choice a aussi 3 colonnes principales. List Name, Name, Label. Et Settings aussi a 3 colonnes principales qui sont Title, ID String et Version. Donc, on a 3 onglets principaux et 9 colonnes principales, dont 3 par onglet. Donc, si vous comprenez ça, c'est déjà la base de XLS Form. Juste ça. Donc, on peut vous demander d'expliquer le XLS Form dans une interview. On ne va pas vous demander de programmer. On va vous demander de donner la structure d'un formulaire XLS Form. Vous définissez, après vous donner de quoi il est composé. Donc, pour dire, je peux dire XLS Form est une norme pour créer des formulaires dans Excel. Il contient 3 onglets, donc Survey, Choice, Settings. Chaque onglet a au moins 3 colonnes principales, mais il peut y avoir plus. Mais les 3 principales sont pour Survey, Type, Name, Label, pour Choice, List Name, Name, Label, pour Settings, Title, ID String et Version. Là, on finit avec tout ce qui est donc XLS Form. Les autres colonnes vont commencer à apparaître selon le besoin que nous aurons. On va commencer à mettre d'autres colonnes qui vont commencer à s'afficher, à s'ajouter, à s'ajouter. On aura les colonnes comme int, on a les colonnes pour restructurer le formulaire, pour mettre des restrictions au formulaire. On aura des colonnes pour rendre
les questionnaires obligatoires ou pas. Donc, on aura beaucoup de colonnes qui vont s'afficher. On aura les colonnes, donc la colonne apparence pour donner l'apparence à ton formulaire, ainsi de suite. Tout ça sont des colonnes qui vont s'ajouter, mais les plus pertinents. Donc, sans eux, les autres ne peuvent même pas exister. Donc, sans les trois cités ici, tous les restes là n'ont aucun sens. Mais tous les restes des colonnes là qu'on peut ajouter dans les onglets prennent leur source ou leur sens dans ces colonnes que nous avons citées ici. Là, donc j'ai expliqué la base des XLS form. Comment c'est structuré. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des préoccupations ou des suggestions ou un commentaire. Ou quelqu'un peut juste donner un commentaire par rapport à ce qu'on veut dire. Allô? Commentaire. Ouais. Oui, Jimmy. Allô? Oui. Ouais. Je disais que ça a été clair sur les 3 onglets principaux pour concevoir les formulaires Excel Form et les détails dans chaque onglet. J'ai saisi ça. Moi, personnellement, j'ai saisi ça. Et que je roule, mais j'ai saisi ça. C'est vraiment clair. Et chaque onglet a 3 colonnes. Nous avons saisi ça. C'est vraiment clair. Il y a une autre personne qui a un commentaire. Oui, Rick. Donc, je voudrais aussi ajouter un commentaire dans ce sens que nous devons toujours veiller sur l'ordre de ces onglets. Ne pas perturber l'ordre tel que c'est énuméré. Donc, Survey Choice, Settings et dans les sous-onglets, donc Type, Name, Label, à chaque fois les ordonner de la même façon. C'est ça. Mais ça aussi, c'est important. Donc, vous voyez comme on a retiré Type avant, Name, Label. Bien que ça peut marcher même si tu intervertis, mais même la beauté, tu ne veux pas les sentir ou la sentir. C'est que nous, on nous disait toujours quand on faisait la programmation, on dit que la programmation, à part donc l'informatique, à part être une science, c'est un art. Et le code aussi est beau quand c'est bien structuré. Donc, quand tu codes, il faut veiller aussi comment tu vas structurer ton code pour que ça soit aussi beau. Si tu mets seulement pour mettre seulement, ça ne sera pas vraiment beau. Donc, quand tu mets type après name, même l'essence du formulaire, donc c'est ça, donc compliqué. Comme Rick a dit, il faut veiller à garder ça vraiment comme ça. Je vais vous donner un exemple. Je vais afficher un formulaire ici pour que vous puissiez voir. Vous voyez ici, j'ai type, j'ai name, j'ai label, qui sont les 3 principales. Vous voyez que la type, comme j'ai structuré. Mais si maintenant je mets comme ça, je peux un exemple, je coupe, je mets name avant. Vous voyez que ça serait plus beau. Ce serait plus la même chose. Ça va perturber un peu, même ma logique de programmation, ça peut me perturber. Donc, pour mieux faire, il faut garder les structurations. Et comme j'avais dit, il faut regrouper les informations de même nature. Vous voyez que même moi ici, j'ai ici localisation. Je mets tout ce qui est localisation ici, province, division, territoire, tout qu'on sort là. Ici, j'ai dit information sur la formation.
Je mets les informations. Ici, je mets ici par exemple. Donc, je suis en train de regrouper les informations de même nature ensemble. Tout ça, on va le voir. Comment on peut programmer tous ces formulaires ici. On va les voir. Donc, c'est un peu ça. Et vous allez voir qu'il y aura beaucoup de colonnes. Vous voyez qu'ici, à part les trois, on a aussi int, on a appearance, on a constraint, on a constraint message, choice filter, default, read only, relevant, on a required, on a repeat count, on a calculation. Il y en a même plus, on peut encore ajouter selon le besoin. Il y a tellement de choses qu'on peut faire qui peut aussi nous aider à ajouter d'autres colonnes encore. Mais les plis principaux sont vraiment ça, c'est que j'ai mis ici, à part les trois là, les restes ici sont aussi de ceux qui doivent toujours exister. Et ça, on va le voir au fur et à mesure que nous allons commencer à avancer. On va commencer à les regarder. Je vais faire un exercice ici, très simple, pour nous donner un peu. Autre chose, on va parler sur le type maintenant. Si j'avais oublié le type maintenant, on avait parlé de type. On doit connaître les types donc, des différentes variables que nous avons. Ce qui est très important, c'est que nous devons savoir les types de différentes valeurs. Donc là, je vais même le mettre directement pour que nous puissions les voir. Je vais mettre directement au lieu d'écrire. Il y a un site qui est là, je vais vous envoyer les liens directement où vous allez aller vous perfectionner. Mais je le mets ici. OK. Question type. C'est en anglais. C'est souvent en anglais qu'il n'y a pas la version française. Parce que la programmation aussi se fait en anglais. C'est ainsi qu'ils ont mis ça aussi en anglais. Et s'ils mettent ça en français, tu seras toujours obligé de les traduire encore en anglais. Donc, pour que ça ne puisse pas vous déranger, on met seulement en anglais directement. Ça dit quoi? Each form supports a number of question types. Each form supporte un nombre de types de questions. These are just some of the options you can enter in the type column in the survey worksheet in your Excel form. Ça, on dit quoi? C'est juste quelques options que vous pouvez faire entrer dans la colonne type, dans l'onglet ou dans l'onglet surveille. Le type de questions dans l'onglet surveille, il y en a beaucoup, mais ça, c'est l'essentiel que nous pouvons retrouver de temps en temps. On a integer. Integer, c'est pour tout ce qui est numérique. Dans le numérique, c'est integer. Donc, qui n'a pas de virgule, qui n'a pas la partie décimale. C'est un nombre entier qu'on appelle whole number, nombre entier. On a decimal. Decimal, ça veut dire valeur décimale. On a range. Range, c'est souvent un rang. Ce n'est pas vraiment trop utilisé. Moi aussi, je ne l'ai jamais aussi utilisé aussi jusque-là. Parce que j'ai ça. Mais c'est ce qui semble que c'est rangé, je pense. C'est rangé. Mais je n'ai pas encore donc, utilisé ça. Mais c'est souvent pour donner, donc, je peux dire quoi? C'est pour donner donc, les cotations, par exemple. Les cotations entre des variables, donc des différents variables, par exemple. Mais on va aussi l'essayer aussi. Ça peut être aussi une façon aussi de l'essayer aussi ici. On va essayer ça aussi. Mais moi, je ne l'ai jamais utilisé parce que, bon, je ne suis pas retrouvé dans un formulaire qui demandait de mettre ça. Donc, c'est ce que je n'ai jamais utilisé. On a texte. Texte, c'est pour le texte qu'on fait vraiment entrer, qu'on écrit vraiment les textes, vraiment, un champ libre, quoi, qu'on peut écrire nous-mêmes.
les textes. Donc, alpha numérique. On a le type select one. C'est pour question donc, à choix. Donc, à un seul choix. Donc, ça veut dire quoi? Si tu sélectionnes un choix, l'autre choix ou les autres choix ne seront pas sélectionnés. Par exemple, texte, il faut mettre select one parce qu'on dit oui que non, select one, donc sélectionner un seul choix parmi tant qu'on peut proposer. Ici, c'est select multiple. C'est question à choix multiple. Ici, c'est donc option de choix. Donc, quand tu choisis un, l'autre se désactive ou les autres. Mais ici, select multiple ou multiple, c'est tu peux faire la sélection de plusieurs choix ou de plusieurs réponses. Ici, select one from file. Là aussi, on va aussi l'utiliser. C'est toujours les choix, donc les choix optionnels, mais à partir d'un fichier externe. Je crois qu'on va aussi l'utiliser aussi. Ici, c'est select multiple from file. Donc, faites la sélection multiple à travers ou par un fichier. Les ranks, ça aussi, je ne l'ai jamais aussi utilisé, mais c'est pour ordre dans la liste. Donc, qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième, qui est le quatrième, les ranks. Mais je ne l'ai pas aussi, jamais aussi utilisé. Si on aura le temps, on pourra aussi, si on aura un formulaire qui va demander ça, on pourra aussi s'exercer à ça aussi. On a notes. Notes, on dit quoi? Display a note on the screen. Text, no input. Shorthand for type égale type with the read-only true. Donc, notes, ce sont des... Comment je peux expliquer ça? C'est juste un texte qui s'affiche. Donc, on veut juste donner, par exemple, une information. Par exemple, nous voulons définir ou orienter celui qui est en train de remplir le formulaire, ce qu'il doit faire. Ou nous voulons expliquer les buts de notre formulaire. Là, je peux utiliser notes parce que c'est juste un texte que je dois juste afficher à l'écran, mais qui n'aura pas d'impact dans les données. Et ça, donc, quand tu as un texte que tu veux juste afficher, sans que cela puisse avoir de l'impact dans les données, là, on utilise donc notes, type notes. On a GeoPoint. Là, si nous voulons donc là, si nous voulons moi c'est venu comme ça. Attends une minute. C'est venu que ça. Je ne savais pas tout pourquoi. Bon, c'est un problème. Ok, on va ajouter après. On a GeoPoint. Ici, si nous voulons collecter les points géo pour faire notre localisation. Aujourd'hui, dans l'analyse liste des données,
on va remarquer de plus en plus, on a aussi des spécialistes en cartographie. Ça devient aussi un métier aussi, bon, pas à part, mais qui affecte aussi vraiment les analystes de données. Parce que nous devons aussi savoir où est-ce que ces données ont été donc, collectées, l'endroit donc, exact. Je vais vous donner un exemple. Nous étions dans un projet Accélère et on avait des prestataires qu'on appelait mobilisateurs de lecture dans les provinces. Et quand on a commencé à collecter les données dans les écoles, nous, on avait fait déjà la collecte des données avant dans les écoles et on avait tous les GPS de toutes les écoles, de les points géo qui localisaient toutes nos écoles. Quand maintenant on a envoyé maintenant les ML sur les mobilisateurs de lecture sur le terrain, c'était à Lubumbashi, Goma, tout qu'on sort là, Bukavu, tout qu'on sort là. On avait recruté beaucoup de gens à cette époque-là et ils touchaient dans les $1000 les mois. Et quand on les a envoyés sur le terrain pour aller faire la collecte dans les écoles, pour les activités régulières qui se passaient dans les écoles, ils ont été formés même pour ça. Il y a d'autres qui n'allaient pas sur le terrain. Le père être dans un coin là chez lui, il commence à renseigner les données comme il fait. Il envoie au niveau du serveur. Quand on analysait, on remarquait que les données qu'on est en train d'analyser ici, quand tu fais seulement des analyses, quand on partageait avec les équipes de l'éducation, de la qualité de l'éducation, on voyait qu'avec ce qu'eux disaient et ce que nous on avait, ça ne correspondait vraiment pas. Et on a eu une idée, c'était l'une des missions que j'avais fait aussi à l'époque là. J'ai eu à prendre les données de cartographie des écoles, je les ai fait et je sais chaque ML, il collecte les données dans quelle école. Et je compare maintenant sur la cartographie les GPS de l'école et les GPS de ML. Et on avait vu vraiment à l'œil nu tous les ML qui collectaient les données ailleurs, en dehors des écoles. Tu vois, par exemple, école, je peux donner, je suis dans la carte, par exemple, je peux donner, par exemple, les dessins ici. J'ai dit, par exemple, école, par exemple, école, par exemple, X, c'est la carte, elle est ici. Mais les ML, ça c'est école X, par exemple. Les ML aussi, lui aussi, il collecte aussi les données dans l'école X parce qu'il a choisi l'école dans la liste des choix, l'école X. Mais son point géologique, ça peut figurer ici, donc dans le même endroit ici, mais son point géologique figure dans un endroit là très loin. On comprend que cet ML ici, il n'était pas dans l'école. D'où ces données sont des données erronées. Et directement, qu'est-ce qu'on a fait? On les a écartés. C'est l'une des missions que j'avais fait quand j'étais chez Accélère. Je fais les tours de province pour juste travailler avec et faire l'ironie, comme si je faisais un test. On ne voulait pas donc, on avait dit qu'on puisse choisir un peu quelques réseaux là pour les éliminer. Tu peux faire un test là, tout comme ça, là, comme une évaluation orale. Mais quand tu fais oral, c'est moi-même, je sais. Quand je connais que j'ai ton nom déjà, que non, c'est Simon. Donc, je te bombarde de questions là, tu ne vas même pas répondre. Et tu pars déjà dessus. Donc, après là, on va maintenant afficher la liste et tout le monde a été écarté. Après, si je pars, on écarte. Si je pars, on fait et on avait écarté tout le top. C'est après maintenant que Colère avait dit maintenant que non, il faisait des aventures avec les collègues. On leur avait maintenant montré les données, où ils collectaient les données, où l'école était. Quand on a montré, ils ont vu qu'ils étaient en train de tromper le projet. Ils ont été payés pour rien, ils ont négligé le travail. Donc aujourd'hui, nous allons remarquer que les données
donc, de la cartographie devient de plus en plus utile dans la gestion des données. Il y a même des formations sur le GIS, donc on appelle ça des GIS, GIS, de Geographic Information System. Il y a même des logiciels qui permettent d'analyser les informations géographiques ou les informations spatiales. Et même aujourd'hui, surtout dans les entreprises ou dans les entreprises, je peux dire quoi? Comment je peux dire? Dans les entreprises aéronautiques ou dans les aéroports, tout ça, ils cherchent beaucoup de spécialisations en GIS. Il y a même des formations aujourd'hui vraiment liées à la gestion des données spatiales. C'est aussi quelque chose qui, lorsque vous faites la collecte des données, il faut aussi de temps en temps l'intégrer aussi pour vous permettre un peu à se situer ou à situer là où, les enquêteurs sont en train de collecter les données. Ici, on a GeoTrace. On dit Line to More to GPS Coordinate. Ça aussi, je ne l'ai jamais utilisé aussi. Je n'ai pas vraiment utilisé les deux ici. Je ne les ai pas donc encore utilisés. Donc, je ne sais pas moi comment ça fonctionne. Donc, je ne peux pas vraiment expliquer ça en détail. Mais c'est toujours lié à la gestion des données géographiques. C'est toujours lié. Ici, on a date. Date, ici, c'est pour les dates. Donc, si on veut mettre les données de type date, c'est dans le type date. Time, c'est temps. That time, ça prend la date et le temps. Image, si nous voulons, par exemple, prendre les photos, on veut donc prendre les photos ou uploader, télécharger les photos. Là, on va mettre picture. Donc, quand on veut faire les données avec des photos, là, on va utiliser picture. Là, on utilise picture. On a picture. À part ça, je n'ai pas encore capturé d'autres. Picture, donc quand tu veux prendre des photos ou télécharger des photos, c'est Picture que nous allons prendre. Et quand on a par exemple l'audio, on veut prendre les audios ou faire un recording, enregistrement. Parce que comme on avait vu, quand on voyait les catégories des données, tout comme on avait vu les audios, tout comme des données structurées, non structurées, semi-structurées, je ne sais pas si vous vous rappelez, on va parler aussi des audios, des vidéos. Donc, on peut aussi les collecter aussi à travers aussi ODK aussi, de XLS form. C'est background audio is recorded in the background while filling the form. Ici, quand nous lançons avec audio, type audio, là, tu ne vas pas avoir la possibilité de remplir le formulaire. Donc, tu dois laisser l'audio s'enregistrer. Mais ici, on dit background audio. Donc, c'est un background. C'est en français, c'est quoi encore? Ah, en arrière-plan. Donc, tu peux continuer à remplir ton formulaire, mais l'audio est en train d'enregistrer. Ici, vidéo, si vous voulez enregistrer des vidéos dans votre collecte de données, là, on avait vu aussi les types non structurés de données, comme des vidéos. Il existe des files. Si vous voulez, par exemple, télécharger les fichiers dans ce que vous êtes en train de faire dans votre collecte, c'est là aussi. Ici, c'est barcode. Si vous voulez scanner le code barre, c'est ici que vous allez utiliser barcode. Calculette, c'est pour faire des calculs. Quand tu veux faire des calculs ou de faire un peu de traitement, les codes dans ton formulaire, c'est là où tu peux appliquer la colonne calculette. Si vous avez vu ça ici, c'est ici même. C'est ici, calculation. C'est là. Et calculette, ce sont aussi dans type. Ici, on n'a pas ici. C'est ça.
calculette. Souvent, quand je vais prendre des informations, c'est donc un peu automatique, tout qu'on sort là. Faire des calculs, là, il faut utiliser calculette. Acknowledge, je ne l'ai jamais utilisé. On dit quoi? Acknowledge from that set value to OK, it's selected, if selected. Mais je ne l'ai jamais utilisé. Hidden, c'est pour cacher les formulaires. Si tu veux cacher les formulaires, si tu veux cacher un champ, ben, tu le mets, mais tu ne veux pas que ça soit affiché. Donc, que les gens ne puissent pas le voir. Là, tu vas utiliser hidden comme type. Donc, tous les types ici, ce n'est pas à retenir en tête. C'est lorsque tu es en train de travailler, tu dois connaître quel est le type de l'information que je vais programmer. Quel est le type? Et par là, maintenant, tu vas maintenant prendre ce qui correspond au type de données que toi, tu veux faire entrer. Est-ce qu'il y a des commentaires, questions, suggestions ou points de vue? Simon? Tu dis? Tout est clair, il n'y a pas de suggestion. Junior? Junior? Il n'est pas là? Jimmy, tu as un commentaire, suggestion ou question? Eric? En tout cas, allô? Allô? Oui, Jimmy. Oui. Pour moi, c'est 5-6-5. Hein? J'ai bien récapitulé la matière. Oui, oui, pareil pour moi. C'est clair. En fait, je voulais même demander ça, parce que c'est vraiment un document qui peut aider. La matière. Moi, je vais partager. Je vais partager ça. Je vais mettre dans le PowerPoint. Allô? Je vais partager. Oui, Jimmy. Ça va, c'est bon. Junior, tu es là? Oui, je suis là. Oui. Je suis... Question, suggestion. Junior? Question, suggestion ou quoi? Allô? Allô? Tu as une question, suggestion ou quoi? Non, ça va, je vous suis, ça va. Je suis en train de suivre, ça va. OK. Donc, ce que je vais demander, c'est comme un exercice. Chacun va faire son formulaire Excel par rapport à la gestion qu'il avait fait. Et il met juste des onglets là, des colonnes. Donc, on met les onglets. Chacun, donc tu crées ton formulaire Excel, tu mets les 3 onglets, et de chaque onglet, tu mets chaque label ici, chaque colonne. Les 3 colonnes, 3 colonnes, on les met déjà. C'est ça qu'on va donc faire. Et chacun aussi peut finaliser la conception de son formulaire par rapport au sujet qu'il avait donc, choisi. Et ce que vous allez faire, vous allez nous le partager dans le groupe. Chacun partage son sujet dans le groupe, comment il a résolu, comment il a conçu son formulaire. Partage dans le groupe pour que prochainement, quand on va faire les mercredis, qu'on ne puisse pas encore tâtonner. Donc c'est moi-même qui va commencer à afficher les questionnaires de chacun de nous. On va voir nous tous comment est-ce que nous avons conçu nos questionnaires
et chacun va intervenir s'il y aura des choses à ajouter ou pas, ou enlever, qui ne correspondent pas. Tout ça, on va les faire ensemble. Et si on valide nos formulaires, après, on va maintenant faire l'étape qui va suivre. Maintenant, on va pratiquer maintenant sur les plateformes pour déployer nos formulaires. Et on va créer d'abord le compte. On va créer d'abord le compte dans ces plateformes. Donc, pratique, ce qu'on va faire prochainement, on va créer les comptes. On va voir comment créer les comptes d'Akobo Collect, d'ONA. ODK central, on n'aura pas moyen de créer parce qu'ODK central, il faut les paramétrer dans son propre serveur personnel. Donc, il faut avoir les notions du système, acheter un VPS, un serveur virtuel personnel et configurer ODK. C'est un processus. ONA et Kobo Collect, et ils ont déjà leur plateforme en ligne qu'on peut juste configurer rapidement et on peut les déployer directement. Donc, prochainement, on va faire ça. On va créer les comptes et on va commencer maintenant à programmer maintenant les formulaires que nous avons ici, les formulaires où ça, les formulaires que j'avais conçus là sur la formation, c'est que moi j'avais conçu. On va donc commencer à les programmer vraiment. On va les programmer ensemble, on va programmer ensemble, programmer. Si on programme, chacun aussi va aussi programmer son formulaire. Donc, quand on avance ici ensemble, chacun aussi avance avec son projet. Donc, on veut que quand on va commencer à aller à la fin de la formation, que chaque personne puisse avoir vraiment son projet du début à la fin avec les données et il peut aussi avoir avec tous les procédures de traitement tout complet. Donc, ce n'est pas une formation théorique, je veux que ce soit une formation pratique. Dans vos projets que vous avez choisis là, sont les projets que vous-même, vous allez aussi programmer avec ça. Donc, configurer tout jusqu'à la fin. Donc, c'est ça que je veux vraiment qu'on puisse avancer. Si cette semaine, qu'on soit un peu régulier, les mercredis, on va travailler, on va avancer les mercredis. Si on finit les mercredis, là, on programme, on peut créer les comptes. Le vendredi, on peut déployer déjà. On peut déployer dans les serveurs. Vous allez prendre le temps maintenant d'alimenter donc vos formulaires maintenant. Avec les données, vous alimentez. Et le lundi, quand on va arriver, on commence maintenant par le processus de nettoyage, par le query. Là, on va maintenant commencer le lundi maintenant. Comment faire le processus automatisé de nettoyage des données. Donc, si on fait ça, c'est que la semaine prochaine, donc qui sera la semaine du 4, donc du 4 au 8 de chacun, peut vraiment faire ça. Bon, on va un peu traîner dans Power Query, donc on doit vraiment prendre ça calmement. Bon, la semaine prochaine, on peut faire Power Query. Après, on fait aussi Excel aussi, avec les Power Pivots. On va faire ça. Après, chacun va avoir un projet qui va aussi faire ce qu'il va donc faire là pour générer les indicateurs, tout qu'on sort là, on va voir tout ça. Oui, Simon? Merci, Maestro. Merci beaucoup. C'est très bien. C'est que deux préoccupations. La première est par rapport au projet de chacun. Pour le projet, je ne sais pas, le projet que vous nous avez proposé, c'est super. Et nous avons choisi, chacun a choisi un sujet. Est-ce que quelqu'un peut aussi apporter son propre projet, histoire de se familiariser avec ce qu'il fait au quotidien? Est-ce que quelqu'un peut aussi proposer ça? Oui. Pour voir, si vous avez aussi un projet différent, si vous pouvez aussi le faire aussi. Vous pouvez aussi nous le proposer d'abord dans le groupe pour qu'on puisse avoir l'idée.
Et parce que quand il va concevoir le formulaire, on doit aussi être sûr que c'est bien conçu. Si tu as un projet, tu peux nous partager les scénarios dans le groupe. Ce que toi, tu veux faire pour que nous tous, quand on va faire la conception du formulaire, qu'on puisse avoir tous la même compréhension de ton projet. Ça sera une bonne chose. Et ça va aussi vous aider aussi à mieux exploiter ce que vous êtes en train de faire. Oui. Et aussi, la deuxième question, c'était le formulaire qu'on doit présenter le mercredi. C'est sur format Word, pas Oui, XLS Word. oui, Word, non, Word. D'accord. C'est moi en Excel que chacun puisse déjà avoir un fichier Excel où il va mettre ces trois, donc les onglets là. Tu mets les trois onglets sur 20, mais tout en minuscule, pas majuscule. Vous mettez les trois onglets, et pour chaque onglet, tu mets les trois colonnes principales de chaque onglet. C'est fini. D'accord, merci. C'est ça, ce qu'on va faire, ce que vous devez faire. Et il y a une autre question? OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, je peux que vous remercier. On vient déjà de faire presque 2 heures. On va faire 2 heures d'un peu de temps ici. Je crois qu'on va stimuler ce qu'on a écrit. Je vais les mettre dans les PowerPoint. Je pense que d'ici demain, je vais les partager dans le groupe. Et je vais aussi partager sur les liens de la vidéo pour que vous puissiez aussi visionner aussi la vidéo. S'il y aura d'autres choses que vous aurez besoin pour récapituler, vous pouvez le faire dans la vidéo. Donc, c'est un peu ça. Et là, on se dit mercredi, on va faire notre prochaine session. Merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne nuit à tout le monde. Merci beaucoup.